Bonjour à tous. Effectivement, le timing étant serré, on va essayer d'être bref. Du coup, moi, je vais vous parler des surdités de l'enfant en quelques points clés, sans évidemment faire de catalogue, ce qui n'est pas le but. Donc, en insistant d'abord sur le dépistage auditif en maternité, puis les situations devant faire penser et faire demander un bilan d'audition. Une petite mise au point sur l'otite séromuqueuse et l'otite moyenne aiguë, l'otite séromuqueuse étant la première cause de surdité de transmission, et une petite mention sur les écrans et l'exposition des enfants. Chez l'enfant, on a un vrai enjeu de précocité du diagnostic. Où la prise en charge, surtout si la surdité est congénitale, va impacter le développement du langage, puis la scolarité, puis l'avenir socio-professionnel. À titre d'illustration, je vous ai mis en bas, chez un enfant ayant une surdité sévère ou profonde congénitale, les chances de développer le langage, qui sont optimales avant 1 an, voire 3 ans, et assez pessimistes au-delà de 6-7 ans. Cet enjeu de précocité va débuter par le dépistage auditif en maternité. Les surdités chez l'enfant représentent quand même 1,3 pour 1000 naissances, donc après des degrés différents. Et il faut savoir que 85% des surdités sévères et profondes sont congénitales. Dans ce cadre-là, il va être intéressant de repérer des facteurs de risque, même si 50% des enfants sourds ne les auront pas forcément. On retient par exemple la consanguinité ou encore un petit poids de naissance, le CMV et les ictères graves. Les 3 derniers points, ça sera plus dans la suite de la vie des enfants. Et après, une mention spéciale pour le carnet de santé dont je vous ai fait une illustration un peu dessous, qui va être réalisé en maternité, mais qui, à mon sens, devrait être vérifié pour tout praticien prenant en charge un nourrisson, pour vérifier le statut auditif de l'enfant et inviter les parents, si ça n'a pas été fait à la maternité, à reconsulter un spécialiste. D'un point de vue pratique, plus le recontrôle sera fait tôt, plus ça sera facile pour nous, puisque l'enfant dort et beaucoup au début de sa vie, et les tests seront plus facilement réalisés pour nous. Une petite mise au point technique sur les méthodes utilisées pour le dépistage auditif en maternité. Il y a les auto-émissions qui vont ratisser relativement large, et au-delà de 30 une perte au-delà de 30 décibels, ne passeront pas et inviteront à un test spécialisé. Simplement, elles sont faciles à mettre en place parce que c'est juste un écouteur dans l'oreille de l'enfant, mais relativement sensibles aux conditions environnementales, donc la qualité du sommeil de l'enfant et le bruit environnant, par exemple. Ensuite, il y a les PEA automatisés qui, eux, donc là illustrés en jaune sur le schéma d'à côté, vont tester une bande plus étroite de son, mais auront moins de faux positifs que les auto-émissions. Ils seront sensibles aux atteintes centrales. Dans les autres tests objectifs que nous avons à notre disposition, il y a les ASSR, Auditory Steady State Response, qui vont, elles, permettre d'avoir des seuils objectifs sur des fréquences plus variées. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des tests objectifs que nous avons, qui seront aussi praticables chez des enfants plus âgés et même chez l'adulte. Par exemple, chez un enfant qui présente un retard de langage mais pas suffisamment de maturité pour apporter des réponses fiables aux tests subjectifs, ou encore pour les enfants suspects de troubles du comportement ou une suspicion de simulation ou de troubles centrales. Voilà. Ensuite, quand penser à une surdité et demander un test d'audition, il y a le retard de langage. Je vous ai mis après un petit développement sur les stades de développement du langage, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'absence de mots à 18 mois et l'absence de phrases de 3 mots à 3 ans.
Un enfant normand-entendant, là sur le petit schéma que je vous ai mis à côté, doit entendre la voix chuchotée, le tic-tac de la montre. Donc ça, c'est quelque chose qui est évaluable au cabinet. Un enfant aussi qui aura pas d'amélioration rapide de la parole après la pose d'aérateur transtympanique. Les troubles du comportement doivent faire, notamment les suspicions de troubles du spectre autistique, doivent faire vérifier l'audition, des difficultés scolaires aussi, et les facteurs de risque qu'on a mentionné tout à l'heure, pour notamment les situations comme le CMV ou des surdités génétiques où on va pouvoir être face à des surdités évolutives, et donc se majorant avec l'âge. Donc là, c'est le petit développement sur les stades de développement du langage, et donc quand évoquer un retard et s'alerter. Le différent tableau de surdité. Alors ça, je pense qu'on va peut-être passer dans la mesure où il faut accélérer un petit peu. Simplement, sur les surdités unilatérales, c'est justement, on parlait des difficultés scolaires, c'est des enfants qui auront eu du mal sur la stéréophonie, donc la discrimination dans le bruit. Voilà, ça peut faire discuter un appareillage auditif. Les surdités évolutives, il y a aussi les otites séromuqueuses qui vont se positionner dans ces situations-là. Et à titre plus anecdotique, pour nous, les neuropathies auditives et les troubles auditifs centraux, où les enfants entendront bien les sons, mais la parole sera déformée pour eux, et donc ça va... voilà. Par exemple, les neuropathies auditives, on peut aller jusqu'à l'implant auditif pour leur traitement. Donc du coup, après, j'ai voulu juste vous reparler des otites séromuqueuses et des otites moyennes aiguës. Simplement se souvenir qu'après toute otite moyenne aiguë, on aura une otite séromuqueuse et que donc l'audition va être perturbée à ce moment-là. Voilà. Un peu de physiopathologie, les aspects. L'otite séromuqueuse, là, sur la photo A, on a un aspect un petit peu rétracté et hématique en périphérie, une perte de la transparence au milieu et quelque chose de bleuté à droite pour les otites séromuqueuses très anciennes. Ça, c'est plutôt très rare. Voilà. Je vous ai ensuite remasterisé les dernières recommandations, enfin les recommandations de la FSAP de 2011 sur le traitement des otites. Voilà. Ensuite, sur le traitement de l'otite séromuqueuse, il faut savoir que la guérison spontanée est la règle, et on va s'intéresser à son traitement si l'épanchement de l'oreille moyenne est au-delà de 3 mois. Il faut savoir que les traitements médicamenteux peuvent avoir un effet à court terme, mais ne traiteront pas à long terme l'otite séromuqueuse. Le traitement en cas de persistance, ça va être la pose d'aérateur transtympanique, surtout en cas de surdité de transmission associée, de rétraction tympanique, et ça peut se discuter également pour les otites moyennes aiguës à répétition. Et dans la majorité des cas, l'opération de végétation sera intéressante à associer. Ça, c'est une étude sur les écrans sortie au bulletin épidémiologique hebdomadaire de 2020, qui est intéressante. Alors, il n'y a pas de consensus international sur l'exposition aux écrans, mais eux, ils se sont intéressés au lien entre l'exposition aux écrans et le développement de troubles primaires du langage. Les troubles primaires du langage, ça allait du simple retard aux dysphasies de développement. Les parents avaient un questionnaire à remplir sur différentes caractéristiques, et ils ont abouti à la conclusion que les enfants qui étaient exposés aux écrans le matin avant l'école et qui ne discutaient que rarement ou jamais du contenu de ces écrans avec leurs parents avaient 6 fois plus de risques de développer des troubles primaires du langage. Ce qu'on retient sans que ce soit formulé dans des recommandations ou choses comme ça, c'est qu'il faut éviter au maximum les écrans avant l'âge de 2 ans, voire même 3 ans, et en tout cas, voilà, retenir ces choses. Voilà, merci de votre attention. Je vais passer la parole à Monsieur Siméon pour la suite. Merci Clémence. Renaud, c'est à toi. Bien, bonjour. Donc, je vais
parler des problèmes de l'adulte, de l'adolescent. Alors j'ai été un peu vite. Alors je vais commencer par le son finalement, puisque c'est là que tout commence. Donc le son, ce qu'il faut retenir sur cette diapositive sur laquelle j'insisterai, c'est qu'en fait, à la naissance, on a une possibilité étendue d'écoute allant de 20 à 20 000 Hz, sachant qu'ensuite les hautes fréquences vont se réduire notablement et assez rapidement pour venir vers 8-10 000 Hz. Vous avez les intensités qui peuvent être décelées. Vers 130-140 dB, ben, là c'est douloureux et il y a des risques de rupture tympanique. La parole, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a un traitement central et l'unité, on va dire, de la parole, c'est le phonème. C'est ce qui sert à reconnaître, à différencier des sons, des sonorités, enfin des mots qui sont proches comme bateau, gâteau, etc. Et c'est une tâche plus complexe en fait. Et puis là-dedans, il y a le bruit qui est en fait une définition certes acoustique en termes d'intensité, sachant qu'à partir de 70-80 dB, on commence à être dérangé et qu'au-delà de 100 dB, on commence à devenir agressif pour l'oreille interne. Mais il y a également une mesure psychoacoustique, sachant qu'un bruit à intensité sonore identique peut être jugé désagréable ou non par les personnes. Alors, bruit et danger, c'est quelque chose qui est assez connu, qui a été identifié notamment dans l'industrie avec la détermination d'une limite d'écoute quotidienne, c'est l'équivalent LEC, qui a permis de faire ces échelles que vous voyez sur la gauche. À droite, c'est un petit peu décalé, je suis désolé, au niveau de l'échelle d'intensité. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une évolution logarithmique où, en gros, pour une augmentation de 3 dB, on a un temps d'exposition qui diminuait de moitié. Et là, j'ai mis 90 dB. Pourquoi? Parce que pour les baladeurs musicaux, c'est la limite supérieure, finalement, de l'intensité qui est censée être délivrée. Donc, ça correspond à 2 heures d'exposition. Et puis après, je vous ai mis un exemple. Et vous voyez que pour 112-115 dB, il faut peu de temps pour que ce soit toxique pour l'oreille interne. Alors, la nouveauté là-dedans, c'est que maintenant, l'écoute et le danger, c'est le streaming, c'est-à-dire c'est l'écoute permanente ou répétée au quotidien de sons, de paroles, et ce, sans notion de désagrément, puisque c'est quelque chose de volontaire. Et il y a une étude qui a été faite dans le cadre des JNA en 2017 sur écoute musicale et santé auditive, et ils avaient montré notamment que chez les utilisateurs de ce type de mode d'écoute, pour 90% des moins de 24 ans, il y avait plus de 1 heure d'écoute par jour, mais chez les plus jeunes, c'était plus de 2 heures, et que l'écoute était débutée très précocement, vers 11 à 15 ans. Ensuite, cette chaîne sonore est assez traumatisante. Il y a un élément sur lequel je vais insister, c'est la compression. La compression, ça diminue la dynamique et donc ça donne une écoute plus valorisante. Et ça permet notamment dans une écoute ambulatoire d'avoir un message sonore qui va mieux se différencier du bruit environnant. Et donc, ça a été mis en œuvre pour ça. Et on a même eu la guerre des sons, qui s'appelait Loudness War. Et là, par exemple, vous avez un pictogramme, un sonogramme d'un morceau des Beatles. Et il y a 4 masterisations. Et vous voyez, entre 83, si ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Alors, attendez, hop, non, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Alors, là, normalement, il y avait un lien que je n'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave. En gros, on va dire que le fichier que vous voyez en vert, entre 83 et 2000, en 2000, vous n'avez plus de noir et vous avez que du vert quasiment. Bon. Ce qui a été montré très récemment, c'est que la compression, la perte de la dynamique entraîne une tendance à mettre plus fort le son pour l'utilisateur. En outre, il a été démontré l'année dernière sur un modèle animal que la compression amenait la perte des petites pauses entre les différents sons de la composition et que cette perte de ces micro-pauses entraînait une fatigabilité beaucoup plus importante. Et dans un modèle animal qui a été fait où ils ont, sur une durée identique, à intensité identique, fait écouter un morceau non comprimé et un morceau comprimé, et en fait, le temps de récupération du système auditif global complet passait de 48 heures à 7 jours. Donc, on a finalement une évolution des populations exposées avec ces nouveaux comportements qui échappent à la surveillance par rapport à des bruits bien identifiés, notamment industriels et autres.
Et en outre, on est dans un mode d'écoute de sons comprimés qui sont beaucoup plus agressifs pour l'oreille. La fonction auditive, je vais aller très vite. J'insiste en périphérie sur la binauralité. Elle permet en fait le volume sonore, la localisation et l'identification de la provenance du son. Elle augmente la force sonore ressentie de 3 à 6 décibels par rapport à quelqu'un qui a une seule oreille fonctionnelle. Et surtout, elle est très importante pour comprendre la parole dans le bruit. La synapse, j'en parle parce que c'est une zone qui est occulte au sens où elle n'a pas de signe clinique spécifique, que les examens standards auditifs ne permettent pas de retrouver ou de démontrer une lésion à ce niveau-là, mais elles sont à l'origine sans doute de beaucoup de pathologies, notamment dans l'hyperacousie, sans doute une dégénérescence nerveuse et l'apparition précoce d'une surdité, et que la synapse, elle est volontiers atteinte dans l'excès d'écoute sonore et donc dans le traumatisme sonore chronique comme l'écoute en streaming. Les voies centrales de l'audition, il y a une voie descendante qui est un contrôleur de gain. Ce qui est important, c'est que ce contrôleur de gain, il est une fonction supérieure qui va viser à protéger l'oreille, à améliorer l'analyse fine de l'environnement sonore et que c'est quelque chose qui est tout à fait éducable, rééducable. Et ça interviendrait des défauts à ce niveau-là, notamment dans les dyslexies, etc. Voilà un champ auditif normal sur votre gauche. À droite, vous avez la zone, les pertes sur une presbyacousie, puisqu'on est plutôt sur les fréquences aiguës. Et on voit bien que ça impacte la parole, la musique, que les seuils audibles et les seuils d'inconfort se rapprochent, ce qui peut poser des problèmes par ailleurs. Un rappel de base, pour se débrouiller face à une surdité latéralisée, c'est l'acoumétrie. Avec un diapason, on fait un test subjectif, on regarde le Weber par un appui au-dessus de la racine du nez, on fait un RIN en comparant l'arrière de l'oreille au niveau de la mastoïde et en regard du conduit auditif, et on peut voir si, pour une surdité latéralisée, on est plutôt dans un problème de transmission, de perception, ce qui, dans le cas d'une surdité importante, brutale, si vous n'avez pas une définition à l'autoscopie qui est précise, de différencier une surdité de transmission, de perception avec des prises en charge qui sont complètement différentes, notamment sur le plan de l'urgence. La fonction auditive, les tests subjectifs, c'est l'audiométrie avec sur des règles précises qui permettent sur la tonale de définir des surdités légères à profondes. Et vous avez la vocale qui aujourd'hui est indispensable, notamment dans le cadre d'une prescription d'appareillage, où ce qui est important à retenir sur ce schéma, c'est le seuil d'intelligibilité. En gros, c'est la compréhension de 5 mots sur 10, c'est l'intensité nécessaire pour ça. Vous voyez de la distorsion, ça veut dire que sur certaines surdités de perception, en fait, en augmentant l'intensité, on n'a plus une amélioration de la compréhension, mais en fait, il y a une déformation du message qui ne permet pas de mieux comprendre, et on se dégrade même. La transmission, vous montez l'intensité, en gros, vous comprenez mieux. Ensuite, la fonction auditive, les nouveautés du bilan audiologique, c'est qu'il y a beaucoup d'auto-évaluation, avec des limites, mais notamment sur smartphone, l'OMS a développé Irou pour avoir une auto-évaluation, et on a Aura, qui a été développé en France, qui est un test de vocal dans le bruit, qui est développé dans le cadre du dépistage français autonome, sachant que ces modes de dépistage ont leurs limites par rapport à une non-calibration, etc., mais ça permet d'attirer l'attention des personnes. Je vous parle juste de la vocale dans le bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont très performants, qui sont doléants, qui viennent, ils disent « j'entends pas bien », etc. On leur fait une audiométrie dans le silence et ils sont très performants. Et en fait, dans le bruit, ils se dégradent. En fait, ça correspond à une mesure qui est beaucoup plus écologique, sans vouloir reprendre un terme à la mode. Il vaut mieux qu'en fait, on met la parole et on met autour un bruit environnant qui va venir polluer, entre guillemets, la parole, comme dans une réunion, et où tout le monde parle. Et du coup, ça va parfois démasquer la surdité. On utilise plutôt des bruits non stationnaires qui sont plus proches de la réalité. Et vous avez l'exemple d'un test, la vocale rapide dans le bruit, qui permet assez facilement de faire ce type d'examen. La nouveauté dans les explorations fonctionnelles, vous avez des examens électrophysiologiques qui permettent d'avoir une audiométrie objective, comme vous a expliqué Clémence. On a des examens qui permettent de voir la fonction des cellules auditives comme du nerf, voir des structures centrales. Et après, on a l'IRM qui est un classique, et ce n'est pas simplement pour voir le neurinome. Une IRM permet de voir déjà une hémorragie du labyrinthe, voire une labyrinthite. Mais on a maintenant les IRM drops, qui sont des protocoles un peu particuliers, qui permettent d'avoir une véritable photo de la cochlée,
avec notamment pour la morphologie de la cochlée, on appelait ça l'hydrope, maintenant on appelle ça protocole oreille interne, mais dans la maladie de Menière, par exemple, on a une très bonne corrélation entre la dilatation vue dans des protocoles de ce type et à partir d'une surdité de 35-40 décibels sur l'audiométrie qui évoque une maladie de Menière ou quelque chose d'équivalent. Les urgences auditives, retenez que c'est la surdité brusque, elle est plutôt de nature virale. Le traitement, il est vraiment, la précocité de la prise en charge est extrêmement importante par rapport aux chances de récupération. Que la corticothérapie Péros à 1 mg kg sur 7 jours, c'est la base du traitement. Après, il y a des modulations en fonction des facteurs, des comorbidités associées et autres. Et qu'en cas d'échec de la corticothérapie Péros, on fait maintenant des traitements locaux. C'est des injections dans le cavum tympanique sous anesthésie locale, de dexaméthasone, une injection hebdomadaire, 3 semaines de suite. Ça permet, lorsqu'on est en échec après une semaine d'un traitement bien conduit et bien pris de corticothérapie Péros, d'avoir des récupérations. Le traumatisme sonore est une autre urgence qui va nécessiter un traitement là aussi précoce. La base, c'est la corticothérapie générale et éventuellement complétée par de la corticothérapie locale. Les surdités atypiques qui vont nécessiter de faire, soit de demander un avis complémentaire auprès d'un spécialiste, soit de faire des examens complémentaires pour éclairer le diagnostic de la surdité afin d'avoir un traitement spécifique et pas simplement une réhabilitation auditive. C'est les surdités asymétriques, les surdités et vertiges, les surdités fluctuantes, les surdités douloureuses et les surdités qui coulent. Maintenant, je vais vous parler de la surdité du sujet âgé. Bon, la presbyacousie, je vais passer, mais c'est effectivement très difficile pour une auto-évaluation d'une surdité progressive bilatérale est très difficile à conscientiser pour les patients. L'important, c'est la démonstration par plusieurs études de l'association entre le risque d'altération des fonctions supérieures et de démence et la presbyacousie. Si vous avez une presbyacousie avec une surdité, plus elle est sévère et plus vous attendez pour l'appareiller et plus vous risquez d'avoir l'installation d'une démence. Bien sûr, presbyacousie sévère ne veut pas dire démence, mais ça majeure le risque et surtout, c'est un facteur qui est modifiable par une correction auditive. C'est-à-dire que si la personne, on lui met en place une correction auditive, même pas précocement, elle peut avoir une inflexion et revenir vers un vieillissement normal des fonctions supérieures. Bien sûr, dans les démences installées, la correction auditive ne permet pas la guérison. Il faut savoir que sur ces populations, bien sûr, il y a beaucoup d'offres ciblées, de dépistage par différents moyens adaptés à cette population, notamment par le téléphone classique où on utilisera le test 1 par exemple. Les surdités de perception, le traitement, en gros là-bas c'est l'appareillage auditif avec des limites. Et ne pas oublier que la rééducation auditive est importante. Elle va accompagner l'appareillage auditif, notamment du sujet âgé, et notamment s'il y a eu un appareillage tardif. Et que la rééducation auditive est efficace, qu'elle soit faite d'emblée ou secondairement. La chirurgie, ce n'est pas trop la place des surdités de perception, sauf des lésions spécifiques. Et pour des dispositifs implantés, il y a les implants d'oreille moyenne, mais surtout les implants cochléaires pour les surdités profondes. Et bien sûr, il y a de la surveillance audiométrique. Là où on a des solutions, pour les surdités de transmission, la chirurgie avec l'effet columelaire est possible. On a l'appareillage auditif en conduction aérienne qui est possible avec des limites au-delà d'une perte transmissionnelle de 35-40 dB. L'appareil auditif conventionnel est en difficulté. La conduction osseuse qui va utiliser la boîte crânienne, le rocher qui entoure la cochlée, finalement va être un très bon moyen pour contourner le système qui bloque au niveau de l'oreille moyenne, en gros. Et du coup, c'est une alternative qui aujourd'hui est proposée avec un petit pilier qui va se mettre dans l'os du crâne et qui va servir à la prothèse, qui va capter le son pour transmettre l'information sonore directement au niveau de l'oreille interne. La chirurgie et le rétablissement de l'effet columelaire, ça c'est effectivement une solution. Les prothèses auditives, je vous ai mis là les critères d'appareillage aujourd'hui dans le cadre du 100% santé. Vous les retrouverez sur le site. Mais en gros, vous voyez qu'il est important sur la vocale d'avoir le seuil d'intelligibilité, le SI, à 30 dB, qui fait partie de cette règle. Mais on a vu que toutes les indications, en gros, d'appareillage sont bien reconnues dans le cadre de cette réforme. Les prescripteurs de la prothèse auditive dans le cadre du 100% santé, c'est le médecin ORL pour la primo-prescription, mais également les médecins généralistes qui seront formés à un module d'autologie médicale dans le cadre d'un DPC. Et ça devrait rentrer
en fonction, en application, après l'été, à partir d'octobre, je crois. Le renouvellement, par contre, peut être fait par tout médecin. Les modalités de prescription, vous les avez. Bien sûr, un examen otologique, une audiométrie à la fois en conduction aérienne, conduction osseuse, et surtout une vocale dans le silence. Et si besoin, il y aura la vocale dans le bruit. Le reste à charge zéro de la prothèse auditive, il faut savoir que c'est les classes 1 uniquement, avec une mutuelle. Les classes 2, le prix est libre, mais le remboursement, il est plafonné à 1 700 € par appareil avec la mutuelle. Le cahier des charges, il est là pour les appareils. En gros, l'audioprothésiste, il doit proposer un essai gratuit de 30 jours pour que la personne se rende compte du bénéfice. Et qu'en gros, les classes 1, elles doivent avoir 3 options dans la liste A. Et la classe 2, elle en aura 6. Et elle aura une option de la liste B. Le gros défaut pour moi, en tout cas, c'est la batterie rechargeable. Elle devrait être accessible à tout le monde parce qu'en classe 1, quand vous êtes âgé, que vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous devez changer les piles et que vous n'êtes pas très adroit, c'est pas terrible. En plus, il y a eu des recommandations récentes sur les risques avec les piles boutons. Et là, on est dans quelque chose qui est contradictoire avec ce risque pour les enfants. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans des surdités compliquées, finalement, les classes 1 ne seront pas suffisantes. Ce sont de bons appareils. Mais sur les surdités un peu complexes, finalement, où les gens qui en ont finalement le plus besoin, ce serait les classes 2 pour eux. Et finalement, le 100% santé ne répond pas à cette problématique. Je vous ai donné un tableau du CNPORL que je me passerai de commenter. Simplement, je l'ai mis. C'est un arbre décisionnel qui sera sur le site et donc vous pourrez le regarder si ça vous intéresse. Donc, au final, la surdité de l'adulte, attention à l'évolution des populations à risque et donc des populations adolescentes que vous verrez, etc., de bien les sensibiliser par rapport au streaming et à la compression, sachant que la compression, ça ne se limite pas à la musique écoutée avec un baladeur. Le son de la radio aujourd'hui, c'est du son comprimé. Le son de la télé, c'est du son comprimé. C'est du son comprimé partout. Deuxièmement, la déficience auditive non corrigée majeure le risque de l'installation d'une démence. Et donc là, pour les personnes âgées, il faut participer à l'acceptation de la surdité et à la démarche d'appareillage, parce qu'un appareillage qui fonctionne, c'est un appareillage qui est accepté et que c'est un projet thérapeutique qui est fait par la personne qui va être appareillée. L'accès à une facilité à la correction auditive avec le 100% santé, les prescripteurs plus nombreux et bien sûr les distributeurs permet aujourd'hui de faciliter cette démarche thérapeutique et surtout attention aux surdités incomprises ou atypiques et se méfier d'une pathologie sous-jacente. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Clémence. Merci.